Les couvre-feux instaurés en République démocratique du Congo pour faire face à la pandémie de Covid-19 a été levé définitivement dans certaines provinces du pays, repoussé de 22 heures à 4 heures du matin dans la capitale Kinshasa, des mois après une longue attente du gouvernement Sama Lukonde. La fumée blanche a été enfin échappée de la cité de l'Union africaine. Présentation du rapport du cycle électoral de 2011 à 2018 présenté par Corneille Nangaa à l'Assemblée nationale. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours messieurs Béa Moubiaï qui est député honoraire et président national de la Convention nationale pour la République et les progrès CNRP, un parti politique membre des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Monsieur Béa Moubiaï, bonsoir. Bonsoir. Avec M. Béa, nous allons donc décrypter les différents sujets d'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. M. Béa Moubiaï, enfin, les couvre-feux a été levé dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, ça a été repoussé de 22 heures à 4 heures du matin. C'était une nouvelle qui vous a plu? Ou bien vous avez pensé autrement par rapport à cette décision prise par les comités des task force à la Covid-19? Non, c'est une nouvelle qui peut plaire compte tenu de l'objectif qu'on a à atteindre et cela dépend du comité scientifique. Je ne sais pas comment ce comité scientifique de la santé, comment ça s'appelle exactement, mais est-il que, si la levée des mesures de couvre-feu annonce qu'il y a eu amélioration là où on les a enlevées, c'est une très bonne nouvelle parce que personne ne peut accepter qu'on demeure définitivement dans la menace de la maladie, de la pandémie. Et ici à Kinshasa, si c'est reparti à 22 heures, et je m'en remets pratiquement à la décision du comité scientifique, mais ce qui a lieu à dire en ce qui me concerne personnellement, c'est que à Kinshasa, on n'a pas encore suffisamment pris conscience de la gravité de cette pandémie. Et tout le monde à la cité, personne ne peut s'imaginer, ne peut se rendre compte de ce qui se passe dans les hôpitaux. Et il faut aller dans les hôpitaux, dans les cellules où sont hébergés les malades de Covid-19 pour s'en rendre compte de la réalité gravissime de la situation. Oui. Alors, je crois que remettre à 22 heures, je ne sais pas les éléments qui ont motivé ce repoussement. Les éléments, bien évidemment, qui ont motivé justement la prise de cette décision, parce que c'était dans une réunion qui a mis autour d'une même table le comité des task force à la Covid-19, le membre du gouvernement, le ministre de la Santé, de l'Intérieur, une réunion présidée par le chef de l'État. Ils ont évoqué la courbe descendante de contamination. Oui, mais la courbe descendante de contamination et ces mesures sont en quelque sorte l'explication de cette baisse, de cette évolution positive de la courbe. Mais est-ce que c'était le moment de le faire? Je crois qu'ils sont suffisamment outillés pour le dire. Mais moi, en tant que citoyen, en tant que, comme tout citoyen qui subit ces mesures, je peux m'en inquiéter un tout petit peu parce que je vois le comportement, la manière de se comporter au niveau de Kinshasa. Je crois qu'il faut un peu maintenir... Monsieur Béa Moubiaï, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à cette décision levée par les autorités du pays, on peut dire que les acteurs politiques, il y a eu une sensibilisation, une forte sensibilisation, et que la population a enfin assimilé le geste barrière, notamment le port des cache-nez, lavage régulier de mains, justement pour se prévenir de cette pandémie? Non, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Je ne sais peut-être pas où est-ce que
les scientifiques ont été pour prélever les éléments qui ont permis à ce qu'ils puissent se prononcer comme ils l'ont fait lors de leur réunion. Mais ce que moi j'ai vu et je vois, je crois que le fait qu'on arrêtait à 21h, que le couvre-feu commençait à 21h, ça permettait un peu de diminuer le temps d'exposition de citoyens, des citoyennes vis-à-vis de la maladie. Parce que personne ne respecte rien. Dans tous les bars, on crie, on vocifère, on lance des salives. Je ne sais pas si on pouvait mesurer la distance. Parce que quand quelqu'un crie, et dans l'euphorie, dans la joie de chanter, je ne sais pas quelle chanson ou imiter quel artiste, et ça se fait avec une irresponsabilité inacceptable. Donc, le couvre-feu, en ce qui me concerne, protégeait encore plus. Mais qu'ils en aient décidé comme ils l'ont fait, ils le savent pourquoi. Moi, je ne peux pas les contredire. Mais si je dois dire selon ce que je vois, moi personnellement, je peux dire que le couvre-feu protégeait encore un peu plus. Certains opérateurs... Et le couvre-feu même positif pour ce qui est de tapage nocturne aussi. Certains opérateurs économiques ont invoqué l'aspect négatif de ces couvre-feux par rapport aux recettes, maximisation des recettes par exemple. Mais à 20 heures, il faut mesurer le tout. Si les gens ne dorment pas bien, ils ne travaillent pas bien le lendemain, si les gens, avec tout ce qu'il y a comme bruit toute la nuit, on dirait qu'il n'y a pas de police, on dirait qu'il n'y a pas l'administration dans la ville de Kinshasa, avec tout cela, personne ne dort à Kinshasa. Les gens, après avoir bu, aujourd'hui, c'est maintenant, ça va jusqu'à 22 heures. Donc à 22 heures, les gens sont ivres, ils restent sur les rues, et jusqu'à 4 heures, 3 heures, 4 heures du matin, et personne ne dort. Quelqu'un qui n'a pas très bien dormi, il n'a pas un rendement le matin, le lendemain. Donc ces opérateurs économiques, je ne sais pas quels sont les éléments qui entrent dans le calcul, dans la production de leurs résultats. Mais moi je pense que la nuit à 22 heures, ce ne sont que de bars. Et ceux qui restent, les responsables, ne restent pas jusqu'au-delà de 22, jusqu'au-delà de minuit. Alors, ceux qui restent, ce sont des gens qui, pour la plupart, ne sont pas très responsables. Ils boivent, ils s'enivrent, et déjà vers ces heures-là, ils ne payent plus. Donc, tout le monde perd. Vous êtes déjà dubitatif face à cette Non. Ce que je dis, je le soutiens. Parce que le fait qu'il y ait des bruits sur Kinshasa toute la nuit, c'est l'industrie hôtelière. Vous ne pouvez pas comptabiliser les pertes au niveau de l'industrie hôtelière parce que personne ne veut dormir là-bas. Il y a peut-être des gens qui arrivent à Kinshasa qui souhaitent ne pas dormir dans la ville, qui préfèrent aller peut-être ailleurs pour se reposer ou raccourcir le temps de séjour. Et cette perte-là, elle est compensée par quoi? Pas par la vente de soupe au natol, comment est-ce qu'on les appelle encore, de liqueur, cette boisson toxique qui est utilisée abusivement par on appelle aussi les ododos. Nos adolescents. Donc, je ne pense pas qu'on gagne quelque chose. Moi, je crois qu'on perd. On perd beaucoup plus. Monsieur... Avec tout ce qui se passe à Kinshasa, une ville où personne ne peut accepter de prolonger son séjour s'il ne se trouve pas obligé. Parce qu'ici, on ne dort pas. Monsieur Béa Moubiaï, votre lecture de fait au sujet, parce que le gouvernement a annoncé déjà l'opération de vaccination volontaire contre la Covid-19, un vaccin qui d'ailleurs a été renoncé définitivement au niveau du Danemark, certains pays étrangers. Je suis médecin vétérinaire de formation. Je peux dire quelque chose, mais ce que je dis, je me plie. Je ne voudrais pas dire que je suis là en train de contredire les scientifiques qui sont autorisés de parler avec autorité. C'est les mêmes scientifiques au niveau de l'étranger qui ont renoncé définitivement.
S'il vous plaît. constatant des effets néfastes par rapport à ces vaccins. Je vais dire qu'il y a à boire à manger. D'une manière générale, toute maladie virale, sous réserve de ce que peut dire les scientifiques spécialisés dans le domaine qui ont autorité, comme je l'ai dit. Là, je réfléchis comme tout scientifique, je réfléchis à haute voix pour dire toute maladie virale, quand elle opère, elle laisse l'immunité. Parce qu'elle appelle la réponse, ce qu'on appelle la réponse immunitaire, elle appelle la défense du corps. Le corps attaqué doit se défendre. Et quand le corps comment est-ce que je vais dire, quand le corps réussit à s'en sortir, elle reste avec les anticorps qui peuvent, avec la défense, qui peut le protéger. Et c'est cette défense-là qu'on appelle immunité. Et je crois qu'après que l'infection ou après une maladie virale, le corps reste immunisé. Et je me dis, beaucoup de gens ici se sont infectés, comme nous ne pouvons pas, comme beaucoup de gens n'ont pas le réflexe de se faire dépister. Donc il y a beaucoup de malades qui s'ignorent, qui pensent que c'était la malaria ou c'était un simple rhume, alors qu'ils étaient attaqués par le Covid-19. Et tous ces gens-là sont immunisés. Et je suis en train de me dire si nous ne sommes pas en train d'approcher une immunité collective telle qu'on l'appelle. À partir de ce moment-là, pour tous ceux qui ont été atteints de Covid-19 et qui s'en sont bien comportés, qui ont vaincu la maladie, moi je pense qu'ils sont immunisés. Les littératures scientifiques pensent que l'immunité peut aller jusqu'à 6 mois, jusqu'à 8 mois, mais je pense que cette immunité, parce que tout le monde parle avec prudence, personne ne veut pécher, mais moi je pense que cette immunité-là, elle est encore là. Il y a eu surséance de ces vaccins à un moment donné. Oui. Au moment où le pays d'où proviennent ces vaccins ont renoncé définitivement à cela. Est-ce que ce n'était pas prudent pour la République démocratique du Congo de renoncer aussi à ces vaccins? Moi, je pense qu'il faut écouter ceux qui ont des preuves en cette matière précise. Si eux, avec des labos hyper équipés, et ils vous disent qu'il y a des effets secondaires beaucoup plus graves, il y a de quoi prendre toutes les précautions d'usage. En ce moment-là, il ne faut pas se précipiter à prendre ce vaccin à partir du moment où il entraîne des difficultés. Vous savez combien de gens... C'est annoncé déjà pour ce lundi, 19 avril, à travers... c'est une vaccination volontaire. Non, mais je me remets aux scientifiques, aux spécialistes du domaine qui ont autorité, qui ont droit à parler avec autorité. Mais personnellement, en tant que citoyen, je peux dire qu'il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Parlons-en en fait de ces gouvernements à Samalou Kondé. Des mois de longue attente après qu'il soit nommé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La fumée blanche a enfin échappé de la cité de l'Union africaine, un gouvernement de 56 ministères. Maître Monsieur Béa Moubiaï, docteur Béa Moubiaï, est-ce après la sortie de ce gouvernement, vous avez ressenti un sentiment de joie, de satisfaction ou de regret? Le gouvernement, ce n'est pas mon affaire. Le gouvernement, c'est un instrument. Un instrument de celui qui va l'utiliser, qui l'utilise. Le gouvernement, c'est un instrument du leader, en fonction de ce qu'il a comme programme, en fonction de ce qu'il a comme politique, en fonction de ce qu'il a promis. Et dans le cas d'espèce, le président de la République a promis à la nation et il s'est choisi. N'oubliez pas que le Premier ministre
il est nommé il est choisi par le président de la République. Et le président de la République, en le choisissant, il sait pourquoi il le choisit. Parce que lui, il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il a promis. Et le Premier ministre, après avoir acquis la confiance du président de la République, il doit constituer son gouvernement pour être à la hauteur des attentes de celui qui le nomme. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas à moi d'être content ou de ne pas être content. Moi, je vais voir les résultats parce que moi, je suis parmi moi, je suis parmi le peuple. Je suis parmi le peuple et je suis peuple. Donc, nous avons nos attentes. Et nous estimons que le président de la République que nous avons voté, nous l'avons voté sur base de ce qu'il nous a dit et qu'il sera en mesure de répondre à nos attentes. Est-ce que ces attentes trouveront satisfaction par rapport à l'équipe présentée? Moi, je jugerai les gouvernements à partir des résultats, à partir des attentes, à partir de ce que nous attendons de ce gouvernement. Mais pour le moment, c'est un instrument choisi, taillé par celui qui va à la rencontre de nos attentes. Comment vous jugez la composition même de ce gouvernement? Je sais comprendre parce que je ne peux pas parler comme si je n'habitais pas le pays. Je sais comprendre que ça n'a pas été facile dans la mesure où le président de la République n'a pas eu la majorité pour gouverner. Il s'est retrouvé dans l'obligation. Avec tout le monde. Il s'est retrouvé dans l'obligation de composer, de discuter, d'échanger, de trouver des alliances, de mettre sur la table un contrat d'adhésion pour dire aux amis, écoutez, moi, voici ce que j'ai promis au peuple, moi je voudrais arriver à tel point. Et moi je voudrais bien arriver là-bas. Alors vous voulez, vous venez avec moi. Si vous ne venez pas avec moi, j'ai d'autres instruments constitutionnels que la Constitution me permet d'utiliser pour absolument arriver à réaliser ce que j'ai promis. Et dans tout ça, dans tous ces échanges, parfois on négocie, parfois on hausse les tons, dans tout ça, on est arrivé à un compromis, le compromis qui est là. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que la taille du gouvernement, peut-être que ça a tenu compte de cette difficulté-là de convaincre les uns et les autres. Oui. Alors, mais s'il faut prendre comme ça 56 membres, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais on va se poser la question, c'est beaucoup par rapport à quoi? Bon, c'est beaucoup par rapport à ce que nous avons comme budget. Au moment où beaucoup de monde demande qu'on réduit les trains de vie oui, c'est beaucoup par rapport aux interférences que certains postes peuvent créer parce qu'il y a telle tâche qui peut être accomplie par tel ministre, mais il se retrouve aussi avec des facettes dans tel autre ministère et ça crée des interférences qui en fait constituent une pesanteur. Alors à partir de ce moment-là, il faut bien délimiter le champ de chaque ministre et quand on en fait jusqu'à plus de 50 membres, on peut dire que c'est beaucoup. Mais quand on regarde les contextes de la politique de notre pays, on peut dire non, il a fait un effort. Parce que s'il n'est pas, comment est-ce que je vais dire, très décisif, s'il ne fait pas très attention, il risque d'être traîné et se retrouver à une équipe qui peut me dépasser 80 membres. Ou pourquoi pas 100 membres, parce que quand vous voyez, tout le monde veut être membre du gouvernement. Alors, à partir de ce moment-là, il faut que le président de la République, à un certain moment, il faut le féliciter pour qu'il arrive aux chiffres qu'il a pu donner. Mais, d'une manière générale, moi je dirais que c'est quand même
un peu au-dessus de la moyenne. L'on se demande, la question qu'on se demande, est-ce que le membre, les acteurs politiques, les regroupements politiques, lorsqu'ils se retrouvent dans des consultations, concertations, tout consort, est-ce que c'est pour l'intérêt de la population qu'ils sont là, ou c'est pour leurs propres intérêts et l'intérêt de leur regroupement politique? Je vous ai dit ici que c'est un problème de notre système de gestion du pays. Tout le monde trouve qu'en dehors du gouvernement, on ne peut rien faire. C'est au niveau du gouvernement où il faut aller trouver de l'argent. Mais si le système était tel que, au niveau des affaires, on y trouve de l'argent. Il y a un encadrement, il y a des banques qui créent un environnement favorable à un enrichissement positif. Quelqu'un qui investit son argent, qui s'intéresse aux affaires, et puis nous avons une classe moyenne qui est en marche, et nous avons la consommation, nous avons le fonctionnement, donc la circulation de la richesse qui permettent à ce que quand vous montez une affaire, ça va très facilement. C'est un environnement où on peut faire facilement les affaires et que les gens se tournent vers les affaires et ils gagnent des millions. Je crois qu'il y aurait très peu de gens qui, sauf ceux qui ont la vocation, mais très peu de gens iraient vers le gouvernement parce qu'au niveau du gouvernement, on n'y gagne pas de l'argent. On y a pratiquement un salaire, soit-il appelé émolument, mais c'est quand même un salaire parce qu'on reçoit ça à la fin du mois, alors que quand on compte, un député, même s'il touche 10 000 $ par mois, ou je ne sais pas, 12, 13, bon, je ne sais pas exactement, mais prenons une moyenne. On parle aussi des invisibles. Ou des invisibles, oui, tous les invisibles, donnez-lui même 15 000 $. Quand il a un mandat de 5 ans, 5 ans, ça fait fois 12, donc une année c'est 12 mois, ça fait 60 mois. 60 mois, quand vous multipliez par 15, ça fait combien? Ça fait 30 plus 60, ça fait 900 000 $. Ce n'est même pas 1 million de $. Or, dans les affaires, il y a des jeunes gens qui gagnent 5 millions de $, 10 millions de $, 7 millions de $. Et qui, dans les affaires, on peut le gagner en moins de 6 mois. Donc, c'est pour dire quoi? Notre système de gestion du pays fait que tout, c'est au niveau du gouvernement, tout, c'est au niveau de la présidence. Si vous n'êtes pas à la présidence, vous êtes mort. Si vous n'êtes pas au gouvernement, vous êtes mort, vous n'avez pas de vie, vous êtes foutu. Donc, il faut amener le pays en termes de gestion, de sorte que l'argent quitte le boulevard du 30 juin. Donc, Gombe, parce que c'est là où il y a le centre-ville, le siège des institutions. Que l'argent quitte le siège des institutions pour se retrouver dans des communes, dans des secteurs. Des gens comme nous pouvions travailler dans des secteurs. Je peux être chef de secteur, je vis bien. Je viens passer mes 2 semaines de vacances à Kinshasa, je paye l'hôtel, je mange bien le matin, midi, soir, et je prends une voiture en location, je visite la ville et je rentre dans mon secteur et je suis bien. Si on arrive à ce niveau-là, je crois qu'il y aura moins de pression pour entrer au gouvernement. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus même le chef des secteurs. Et ce gouvernement... Docteur Béa Moubiaï, parce qu'on se dirige déjà vers la fin de cette émission, gouvernement Sama Lukonde est bel et bien sorti, publié. On a remarqué un groupe de contestateurs au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un groupe de députés, collectif de députés révolutionnaires de l'Union sacrée. On se dirige-t-il pas vers l'éclatement de l'Union sacrée de la nation, ce qui se veut être le salut de Congolais? Ce serait une catastrophe. Et les gens nous accuseraient, beaucoup de gens, beaucoup de pays vont nous accuser de puérilité, d'enfantillage. C'est pas possible ça. J'ai suivi personnellement sur une radio locale
un député de Bafouassende. Je connais très bien Bafouassende parce que j'ai dirigé la province orientale, la grande orientale, pendant 10 ans. Qui en ce moment-là c'était au Zaïre, Kisangani. Je connais très bien Bafouassende, j'ai beaucoup travaillé avec l'agriculture. Il y avait beaucoup de plantations à Bafouassende. C'est un coin très très prolifique, très très bien pour l'agriculture. Bafouassende. Vous connaissez l'ancien Scram. Jean Scram a fait la guerre et il pensait à sa plantation qui était à Bafouassende. Jean Scram, il est de Bruges en Flandre, en Belgique. Donc c'est pour dire que j'ai suivi un député parler de ça. J'ai cherché où me cacher. Vraiment, je ne pouvais pas comprendre comment on pouvait raisonner de cette façon-là. Non, ce n'est pas possible. On veut, s'ils sont allés au niveau de l'union sacrée, ils sont allés dans le contexte d'un contrat d'adhésion pour dire non, le pays a été trop bas. Le pays était dans le trou. Maintenant, les efforts que le président de la République, Félix Tshisekedi, déploie pour sortir ce pays du trou, il faut qu'on le soutienne. Il faut qu'on lui apporte nos bras. Ils sont allés là pour cela. Et moi, je pensais qu'ils sont allés avec une vision que si le pays sort du trou et que tout marche comme je venais de le dire ici, la classe moyenne qui se met en marche et tout ça, tout le monde, chacun va trouver son compte. On ne peut pas trouver... Vous voulez que vous soyez représenté parce que quelqu'un de votre tribu, ou votre village ou votre territoire est dans le gouvernement. Y a-t-il pas combien de gens d'un territoire vont manger chez un ministre de leur territoire? Ce n'est pas possible. Donc, un ministre, quand on vous nomme ministre et que vous êtes de chez moi, combien de fois moi je viendrai? Moi, je peux venir manger chez vous parce que je peux peut-être vous connaître. Mais combien de gens du village vont venir chez vous pour manger? Il y a certaines provinces qui n'ont pas été représentées. Cette façon de dire, ils nous représentent, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Moi, je crois qu'il faut soutenir le régime, il faut soutenir les gouvernements pour qu'ils mettent un environnement de travail qui puisse permettre à chacun d'exploiter ses aptitudes et d'avoir tous des chances égales et donner la possibilité à ce que nous exploitons toutes ces chances. Il n'y a pas risque que ces gouvernements Sama Lukonde ne soient pas investis. Donc je crois qu'il va être investi. Parce que les gens qui parlent comme ils parlent là, et souvent, quand on regarde, il n'y a pas trop de caractère. Donc ce sont des gens qui racontent ce qu'ils racontent, qui racontent leur vie. Et je crois que cette façon-là de raconter, et quand il n'y a pas de conviction, je ne crois pas sans conviction, on ne reste pas dans sa position. Parce qu'aujourd'hui, ils vont changer et on va les bousculer, ils vont facilement céder. Aujourd'hui, ils ont déposé leur mémo, ces collectifs de députés révolutionnaires qui sont déjà comptés au nombre de 130, ont déposé leur mémo auprès du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, contenant leurs différentes revendications pour que ces derniers transmettent au chef de l'État ces différentes revendications. Si aujourd'hui ils ne trouvent pas satisfaction face à leurs revendications, ne craignent pas le pur les jours à venir. Non, je crois que c'est du bruit. Parce que je considère aujourd'hui comme étant des électrons libres, c'est députés au niveau de l'Assemblée nationale. Non, je crois que c'est du bruit, tout simplement. Et puis, de toutes les façons, on ne scie pas la branche sur laquelle vous êtes assis. S'ils créent le blocage, bon, ce sont eux qui attendent des émoluments à la fin du mois et puis ils vont abîmer leur mandat. Et ils vont s'embrouiller même. Je crois qu'ils n'iront pas jusqu'à ce point-là. Il y a ceux qui pensent comme ça, je crois qu'il y a très peu de conviction et on cède facilement à moindre bousculade, on dégage. Je crois que c'est du bruit, le gouvernement sera investi, ils vont travailler, mais en ce moment-là, il faut que le gouvernement nous donne tous les résultats qu'on attend de ce gouvernement. On n'aura pas vraiment le temps d'aborder le dernier point de cette émission, mais
en prenant la parole pour votre dernier mot. Le rapport de la CENI a été présenté à l'Assemblée nationale par Corneille Nangaa, le cycle électoral de 2011 à 2018. Des conclusions acceptées d'ailleurs par les élus nationaux. Il y a eu des recommandations formulées par Corneille Nangaa, notamment la réforme du système électoral congolais pour qu'il y ait enfin des élections crédibles et apaisées en 2023. Ça sera aussi votre mot de la fin. Moi, quand j'ai vu les gens applaudir, j'ai eu des larmes aux yeux. Comment voulez-vous que les élections, avec le résultat que nous avons eu, et même les gens de l'extérieur qui ne sont pas concernés par nos résultats, ils ont pleuré, les États-Unis ont parlé, ils ont sanctionné des gens. Et je suis surpris de voir que les députés, ceux-là même, qui sont là pour nous permettre au pays de fonctionner correctement. Ils ont un outil là, ils ont une mission, une charge constitutionnelle, c'est le contrôle parlementaire. Comment voulez-vous que ces gens puissent applaudir un tel rapport avec les résultats que nous avons connus? C'est tout simplement malheureux. Moi, je pensais que les députés nationaux allaient être tous unanime pour dire que plus jamais une prestation pareille à celle qui ressemble à ce que Corneille Nangaa et son équipe nous ont fait voir. Mais j'ai vu que les gens ont applaudi. Quelle irresponsabilité! Mais ce pays, quand vous n'êtes pas... Non, ce pays n'a pas de chance. Quand vous n'êtes pas ferme, quand vous êtes complaisant, vous acceptez un pareil rapport. Et vous pensez que le pays va fonctionner comment? C'est tout simplement regrettable. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs, une émission axée exclusivement sur la question de couvre-feu qui a été décrété par le chef de l'État, levé définitivement dans certaines provinces, à Kinshasa, repoussé de 22h à 4h du matin. Gouvernement Sama Lukonde, qu'attendre exactement de ce gouvernement sur l'aspect social, économique, politique, sécurité de notre pays, la République démocratique du Congo. On en a parlé avec notre invité que j'ai eu le réel plaisir de recevoir pour vous, le docteur Béa Moubiaï, qui est président national de la Convention nationale pour la République et les progrès, CNRP, un parti politique membre de force politique et sociale alliée à l'UDPS. Monsieur Béa Moubiaï, je vous dis merci. C'est moi qui vous dis grandement merci. Merci. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Roma Makunda. Christian Banjolo était du côté de la régie. Olivier Longwango à la prise de vue. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Ça sera avec notre invité pour parler de sujets d'actualité de notre pays. D'ici là, portez-vous bien. Le programme continue sur votre chaîne. Au revoir.